Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'orchestration avec Airflow. Alors on va d'abord commencer par voir ensemble ce que c'est que l'orchestration d'un point de vue un peu plus générique, qu'est-ce qu'on y retrouve finalement, et ensuite on se concentrera sur Airflow et on parlera du vocabulaire qui se trouve derrière l'outil et aussi des objets qu'on peut y manipuler. Pour finir, on ira voir ensemble comment créer un workflow d'orchestration et finalement qu'est-ce que Airflow va nous proposer pour gérer notre workflow. Commençons tout de suite en répondant à la question de qu'est-ce qu'un orchestrateur. Un orchestrateur, il faut voir ça comme un crontab++. C'est-à-dire que quand un crontab va exécuter de manière récurrente uniquement un seul process, un orchestrateur, lui, va exécuter une suite de process qu'on va appeler un workflow, toujours de manière récurrente dans le temps. Dans un orchestrateur, on va définir la récurrence en général de manière similaire à une crontab, toujours avec la même syntaxe, mais dans la définition de son workflow, on va pouvoir aller beaucoup plus loin et rajouter de la logique, comme des conditions sur du if, du else, pour est-ce qu'on fait ci ou est-ce qu'on va vers ça en fonction d'un résultat. On va pouvoir rajouter des boucles while pour le dire, bon bah là, je vais avoir une dizaine d'étapes similaires qui va changer en fonction d'un paramètre. Et enfin, on va pouvoir rajouter des dépendances entre des tâches pour construire son workflow, dire la tâche 2, c'est seulement si la tâche 1 est passée, etc. Tout ça, on verra dans le détail à la fin. Pour finir, la dernière fonctionnalité qu'on va retrouver dans un orchestrateur, en général, ça va être une petite interface de monitoring qui va nous permettre de suivre l'historique et l'avancée de l'exécution de différents workflows. Alors, on a parlé de workflow là, mais finalement, qu'est-ce que c'est précisément un workflow? Donc, un workflow, ça va être une suite d'étapes qui vont dépendre les unes des autres. Par exemple, ici, je vais avoir une suite d'étapes où on va commencer par Python et SSH operator, et après SSH operator, si cette étape a réussi, on va avoir en parallèle custom operator, bash operator et http operator. Et seulement si ces trois étapes-là ont réussi, Hive operator, la dernière étape, va enfin s'exécuter parce qu'elle va dépendre des trois précédentes. Cette façon qu'on a comme ça de construire une série d'étapes qui dépendent les unes des autres, on appelle ça donc un workflow. Une des fonctionnalités essentielles qu'on a dans un orchestrateur lorsqu'on travaille avec des workflows, c'est la reprise en cas d'erreur. Donc la reprise en cas d'erreur, c'est, on va imaginer cet exemple où bash operator dans notre workflow a échoué, et lorsqu'on a fini de corriger le problème et qu'on va vouloir relancer le traitement, bah finalement, ce qui va se passer, c'est qu'on va pas vouloir tout recommencer à zéro. Je ne vais pas recommencer depuis Python operator parce que ça se trouve, ce sont des étapes très longues et j'ai pas envie de perdre du temps parce que ça a déjà fonctionné. Moi, tout ce que je veux, c'est relancer à partir de bash operator. Donc, je vais tout simplement demander à mon orchestrateur de relancer cette tâche-là. Et ce qui va se passer, c'est que comme Hive operator dépend de bash operator, il n'a pas non plus pu s'exécuter. Et bien, une fois que bash operator a été relancé et aura fini en succès, Hive operator va automatiquement pouvoir se déclencher parce que custom et http operator, eux, ont déjà été terminés en succès. Et voilà, grâce à la reprise en cas d'erreur, j'ai pu uniquement relancer bash et Hive operator et maintenant l'intégralité de mon workflow a fonctionné. Bon, donc maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un workflow et qu'on a vu la fonctionnalité essentielle qu'apportait le workflow et l'orchestrateur qui était la reprise en cas d'erreur, on va pouvoir comparer un peu Airflow à ce qui existe par rapport au reste du monde. Alors il faut savoir que la guerre des orchestrateurs a commencé en 2014, là où trois gros orchestrateurs, entre guillemets, sont sortis. Airflow, Luigi et Uzi. Nous, on va parler de Airflow. Mais finalement, pourquoi on va parler de Airflow? Parce qu'il faut savoir déjà que Airflow a beaucoup de défauts. On va commencer par là. Tout d'abord, Airflow souffre d'un gros problème de memory leak. C'est-à-dire qu'avec le temps, votre process Airflow va bouffer de plus en plus de mémoire vive, et ça, vous pouvez rien y faire. C'est comme ça. Airflow, il y a des problèmes de développement qui font que il y a de la mémoire qui se perd. C'est ce qu'on appelle vraiment de la fuite de mémoire. Et si vous le laissez tourner sans jamais le relancer pendant très longtemps, des semaines, des mois, eh bien vous allez vous retrouver donc avec une machine qui s'occupe d'exécuter Airflow, qui n'aura plus de mémoire vive disponible. Et donc au bout d'un moment, ça va péter. Ensuite, Airflow ne possède pas de ce qui s'appelle d'auto-clean de sa base de données. Tout ce qui concerne l'état de l'historique de vos exécutions sur Airflow est stocké dans une base de données. Cette base de données, donc, elle a une taille finie, elle va avoir un espace disque fini.
Si vous ne la nettoyez jamais, au bout d'un moment, vous allez remplir, voire exploser cet espace disque. Et donc Airflow va arrêter de fonctionner, il va péter. C'est quand même assez triste de se dire que au sein de Airflow, on n'a pas une fonctionnalité qui permet, une configuration qui permet de dire nativement: ah bah tiens, au bout de 30 jours, supprime-moi la vieille donnée. Voilà, tout ce qui est supérieur à 30 jours, tu peux le supprimer, j'en ai pas besoin. Ou alors, bah tiens, dès que tu arrives à une base de données qui est à 50 gigas, sachant que de toute façon j'ai un disque dur de 55, je prévois un peu de marge, bah, supprime ce qui est le plus ancien. Voilà, on aimerait bien avoir une conf comme ça qui permet de dire: ah bah j'ai envie de me débarrasser tout seul de la vieille donnée sans avoir à me préoccuper. Bon, ça on n'a pas. Ensuite, il vient le scheduler qui n'est pas scalable horizontalement. Donc Airflow est composé de plusieurs briques, dont une brique qui s'appelle le scheduler. Et le scheduler, c'est la brique essentielle qui va permettre de déclencher votre job. C'est elle qui va scanner la base de données pour dire: ah ok, j'ai des jobs dedans qui ne sont pas encore orchestrés, j'en ai qui sont orchestrés, et qui va lancer un job quand celui-ci n'a pas encore été orchestré. Eh bien, imaginez que vous avez des milliers et des milliers de jobs, votre scheduler, lui, a une quantité de ressources finie, il scale que verticalement, donc au bout d'un moment, si votre machine, vous avez atteint la capacité maximale de ressources que vous aviez à disposition, donc vous ne pouvez plus la scaler, bah, elle va plus pouvoir suivre, votre scheduler va devenir très lent, et vous allez avoir des tâches qui vont prendre très longtemps avant de pouvoir réussir à se faire scheduler par Airflow. Ce problème-là a été réglé depuis la 2.0 de Airflow, la version 2.0 qui est sortie vers février ou janvier, je crois, 2021. Maintenant, donc, vous pouvez déployer plusieurs schedulers en parallèle qui peuvent travailler donc, en concurrence. Mais comme actuellement, à l'heure où je vous parle, les services managés sur les cloud providers utilisent des versions antérieures à la 2.0, bah, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas profiter de cette dernière fonctionnalité de Airflow. Un autre point qui pour moi est un défaut, c'est que Airflow finalement c'est du Python. Et tout est développé en Python et vous développez en Python dans Airflow pour travailler sur vos DAG. Alors pourquoi c'est un défaut? Parce que finalement, pour juste déclarer quelque chose qui va faire que orchestrer des jobs sans les exécuter, il va juste dire déclenche ça et derrière c'est pas à lui normalement de l'exécuter. Pour moi le Python n'est pas le meilleur choix. Parce que c'est une syntaxe qui peut offrir à l'utilisateur de faire des choses trop complexes pour quelque chose qui devrait rester strictement déclaratif, à mon sens. Là, comme ça, je pense par exemple à une syntaxe YAML qui pourrait, comme des step functions, qui pourrait être beaucoup plus simple et éviter des débordements finalement dans l'utilisation de cet orchestrateur. Il faut savoir aussi que Airflow vient avec une interface de monitoring donc sur une petite appli web, mais moi j'ai souvent envie de dire que cette interface, on le voit vite quand on arrive dessus, elle a été uniquement développée par des développeurs back, parce que elle est très minimaliste. Alors en soi, il y a ce qu'il faut, vous avez toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour travailler sur votre orchestration, mais vous allez vous en rendre compte à l'utilisation, et on va le voir un peu plus tard, que certains boutons n'ont pas du tout été pensés d'un point de vue expérience utilisateur, parce que on ne se rend pas trop compte parfois quelles options ont été validées, quelles options ne sont pas sélectionnées, et ça peut créer des petits problèmes. Dernier point, c'est que Airflow, c'est un outil qui est assez compliqué à déployer et à maintenir. On l'a vu, il y a des problèmes de memory leak, il n'y a pas d'autoclean de base de données, il va y avoir des soucis de ressources avec le scheduler. Donc finalement, déployer et maintenir cet outil peut être un peu compliqué. Et si jamais vous n'avez pas les compétences en interne ou une équipe dédiée à gérer ce genre d'outil, qui a l'habitude de gérer ce genre d'outil, moi je vous conseillerais de partir sur un service managé, comme sur AWS ou GCP, qui vous évitera justement d'avoir à maintenir votre Airflow. Alors, on vient de voir finalement que Airflow a beaucoup de défauts. Et il y en a certains qui sont plutôt costauds. Comment ça se fait que Airflow a gagné cette bataille de l'orchestration? C'est quand même fou. Bon, on a vu tous les défauts, mais finalement, il y a aussi des bons points. Tout d'abord, Airflow est un projet open source. Comme Uzi et Luigi, il est géré par la fondation Apache, donc là-dessus, on peut dire que les trois sont à égalité. Mais derrière Airflow, en principal maintainer, vous allez retrouver Airbnb. Airbnb, donc, qui est plutôt une grosse boîte et qui permet d'avoir confiance finalement en cet outil qui va être maintenu et conservé avec le temps. Très vite, il y a Google en plus qui est arrivé derrière Airbnb et qui a dit tiens, c'est intéressant, et qui est devenu principal contributeur à son tour sur ce projet. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs en grande majorité Google et quasiment plus Airbnb qui s'occupe de contribuer sur Airflow. Au niveau de l'outillage que vous avez retrouvé en orchestration Big Data, Airflow fait aussi partie des plus vieux. Donc on peut le considérer comme étant mature.
À la différence de la concurrence, on peut aussi le retrouver comme service manager sur GCP et AWS, qui sont deux gros cloud providers, ce qui va vous permettre d'éviter d'avoir à vous maintenir, justement, comme je le disais précédemment, cet outil qui peut être compliqué à déployer et maintenir. Et dernier point, non des moindres, c'est que finalement, malgré tous les défauts que j'ai cités sur Airflow, les autres outils sont encore pires. Bah oui, Oozie par exemple a une interface de monitoring qui est, la dernière fois que je l'ai essayé, juste pathétique. Et Luigi, je crois que ces derniers temps n'est plus maintenu et donc on peut l'oublier. Donc voilà pourquoi finalement c'est de Airflow dont je vais vous parler aujourd'hui. Voyons tout de suite les différents objets qu'on va pouvoir manipuler dans Airflow et un peu de vocabulaire autour de tout ça. Le premier objet, le principal qu'on va manipuler dans Airflow, ça va être le DAG, Directed Acyclic Graph. Dans Airflow, on ne va pas parler de workflow, mais plus de DAG. Un DAG, donc, c'est ce qui va permettre de définir un workflow. La spécificité du DAG par rapport à un workflow classique, c'est qu'il ne peut pas contenir de cycle. Comme on peut voir dans cette image qui représente mon DAG, il n'y a aucun cycle. On va toujours de la gauche vers la droite sans jamais revenir en arrière. Et il n'est pas possible, même si je le souhaitais, même si je souhaitais le définir, que après par exemple l'étape say hello, je dise tiens, réexécute-moi print date. Il a déjà été exécuté. Si vous envoyez Airflow un DAG qui définit un cycle, il va tout simplement vous renvoyer une erreur en disant ah, il y a un cycle, je ne peux pas traiter ce genre de DAG. C'est bien indiqué dans le nom, Directed Acyclic Graph, donc pas de cycle. Pour identifier un DAG, on utilise un DAG ID. C'est le nom du DAG, c'est comme ça que dans votre interface, quand vous allez avoir la liste de tous vos DAG, vous allez pouvoir les retrouver grâce à leur DAG ID. Ça équivaut vraiment au nom du DAG. Après le DAG ID vient le DAG Run. Donc un DAG Run, c'est une instance de DAG. On va identifier un DAG Run à la fois avec le DAG ID auquel il se rattache, mais également une date et une heure à laquelle donc, le DAG Run a été instancié. On reviendra un peu sur cette datetime qui identifie notre DAG Run parce qu'il y a quelque chose d'un peu piégeux qu'on peut retrouver dans cette date. Un DAG Run peut être relancé autant de fois qu'on veut. C'est-à-dire que si vous avez votre DAG Run qui a échoué, une erreur au milieu du DAG, vous pouvez faire cette fameuse reprise en cas d'erreur à l'étape où il y a eu un problème. Dans votre DAG, vous allez retrouver des tâches. C'est le dernier objet qu'on va voir ensemble. Donc les tâches composent un DAG et permettent d'exécuter un traitement ou alors d'attendre quelque chose. Une tâche va s'identifier avec un task ID. Donc le premier objet que je vais avoir besoin de définir pour construire mon DAG, ça va être tout simplement l'objet DAG. Pas de surprise, dans un DAG, il faut un DAG. Donc l'objet DAG, c'est celui qui va contenir toutes mes tâches que je vais définir après. Et pour le définir, première chose, c'est que je vais lui donner un DAG ID, donc le nom pour pouvoir l'identifier. Je peux lui mettre une petite description également pour dire ce DAG il va servir à ça. Là, j'ai tout simplement mis le simple test DAG parce que je voulais juste faire un petit test. Et je vais définir aussi une schedule interval. Donc la schedule interval, c'est tout simplement la fréquence à laquelle mon DAG va s'exécuter. Dans mon cas, je veux qu'il s'exécute tous les jours. Et enfin, dernière notion, sûrement la plus importante, il faut définir une start date. La start date, ça va être la date à laquelle mon DAG, une fois qu'il sera déployé, va instancier son premier DAG run. Comme on l'a dit, dans un DAG, on va instancier des DAG runs qui vont permettre d'exécuter mon orchestration. Donc là, comme j'ai mis que je veux mettre une start date à il y a 20 jours dans le passé, si je déploie mon DAG aujourd'hui, donc le 14 avril, je vais me retrouver avec une date dans le passé, autour, je crois, du 26 mars, je le fais de tête vite fait, mais ça doit être ça. Donc en gros, mon premier DAG run qui va s'instancier sera à la date du 26 mars. Donc il sera identifié par le DAG ID Airflow et la schedule date au 26 mars. Donc j'ai mon objet DAG et maintenant je veux lui rattacher des tâches. La première tâche que je vais créer, ça va être une tâche de type opérateur. Une tâche de type opérateur va servir à exécuter un traitement. Ce traitement peut être de tout type. Ça peut être une commande Bash, Python, Java. Je peux aussi tout simplement, comme j'ai dit, exécuter directement un Spark Submit. Je peux aussi faire appel à des services managés dans AWS, dans GCP ou alors Azure. Et je peux aussi communiquer par exemple avec un cluster Kubernetes. Pour définir une tâche, donc là j'ai pris l'exemple du Bash Operator. Je vais d'abord, comme d'habitude, lui définir son Task ID, ce qui va permettre de l'identifier. Donc là je l'ai nommé print date parce que cet opérateur va tout simplement servir à afficher la date du jour. Et je vais lui donner la commande Bash, puisque c'est un Bash Operator, que je veux exécuter.
La commande bash que je vais exécuter, là, ça va être tout simplement date pour afficher la date. Dernier paramètre, il va falloir que je lui attribue le DAG auquel je veux le rattacher. Donc c'est comme ça que je vais dire à Airflow, tiens, dans le DAG que j'ai nommé DAG, tu vas m'ajouter la tâche T1. Comme je l'ai dit plus tôt, dans Airflow, on va retrouver deux types de tâches. Les tâches qui servent à exécuter un traitement, donc ça, ce sont les opérateurs qu'on vient de voir, et les tâches qui servent à attendre quelque chose. Là, ces tâches-là, on les appelle les sensors. Les sensors, globalement, on va retrouver à peu près la même chose qu'on connaît déjà dans les opérateurs. Ils peuvent être de type Bash, Python, Java, Spark Summit, etc. Mais la différence, c'est qu'au lieu d'exécuter un traitement, au lieu de dire par exemple à Spark, tiens, peux-tu m'exécuter ce job Spark dont voici les configurations, là, ça va être plutôt pour dire, tiens, peux-tu vérifier par exemple que tel job Spark a fini de tourner, si jamais on a lancé un traitement asynchrone. Dans l'exemple que je vous propose, on va voir un sensor qui permet d'attendre un fichier dans S3. C'est assez fréquent, hein, avant de pouvoir, par exemple, lancer un job Spark, on va vouloir que notre donnée du jour soit arrivée. Donc on va dire à Airflow, tiens, tu passeras à la tâche suivante seulement si dans tel chemin dans un bucket S3, un fichier est arrivé. Donc c'est le S3 Key Sensor. Premièrement, comme d'habitude, je définis donc un task ID pour dire, bon ben voilà le nom de ma tâche. Et je lui définis cette fois-ci un poke interval et un timeout. Le poke interval, c'est le paramètre qui va permettre d'indiquer à mon sensor tous les combien de temps il va vérifier si le fichier est arrivé dans S3. Donc là, j'ai défini à toutes les 5 secondes. Donc, toutes les 5 secondes, mon sensor va se redéclencher, Airflow va déclencher mon sensor pour dire « Ah, est-ce que le fichier est arrivé? Oui, non, ok. Si c'est non, bah, je continue. » Et le timeout, c'est donc le paramètre qui va permettre de définir à partir de quand Airflow va dire « Bon, écoute, j'ai vérifié, ça fait 30 secondes que j'attends là dans notre cas. Le fichier est toujours pas là, donc j'abandonne, je pars du principe qu'il y a un problème et à toi de voir pourquoi il y a un problème. » Alors, le timeout est très important parce que imaginez que votre Airflow est configuré avec une quantité de ressources limitée qui lui permet d'avoir un nombre de DAG qui s'exécutent en parallèle limité. Donc on l'a défini par 5 et que vous avez une dizaine ou une vingtaine de DAG différents qui peuvent avoir des sensors. Et bien, si vous avez trop de sensors qui sont là comme ça à attendre pendant très longtemps, disons une journée, 2 journées, vous pourrez très bien mettre un sensor qui a un timeout à 2 jours, et ben vous allez vous retrouver finalement à occuper tous les slots disponibles dans Airflow pour exécuter un DAG, à juste attendre quelque chose qui, ça se trouve, n'arrivera jamais. Et donc les autres jobs qui auraient pu très bien fonctionner, les autres DAG qui sont là juste à se dire, bah, moi je voulais juste exécuter une petite tâche tranquille là comme ça, où j'ai rien besoin d'attendre, vont se retrouver bloqués. Vous pourriez bloquer comme ça pendant très longtemps votre Airflow. Ça peut impacter d'autres équipes si en plus il est mutualisé. Donc c'est très important de mettre un timeout adapté à la situation. Si jamais vous attendez un fichier et que vous savez qu'il devrait arriver entre 8h et 9h, bah, déclenchez votre DAG à 8h et mettez un timeout sur un sensor de 1h à 1h30 histoire de prévoir un peu de marge. Mais ne mettez pas par défaut des timeouts très longs en vous disant bon, comme ça je suis tranquille et je sais, j'aurai juste à éventuellement, si je me rends compte que ça fait 3 heures que ça tourne, à le corriger à ce moment-là tranquille de mon côté. Le sensor en plus il continue, fait son boulot et j'aurai jamais besoin de relancer mon job. Non. Déjà parce que vous pourriez ne jamais voir avant qu'il y ait un fail que votre sensor a échoué. Si vous avez beaucoup de DAG à monitorer, vous n'avez peut-être pas le temps de voir ça, de regarder en permanence. Et en plus parce que vous pouvez bloquer les copains. Dernier paramètre, donc le bucket key, qui va permettre tout simplement d'identifier le chemin que votre sensor doit vérifier pour voir si un fichier est arrivé. J'ai créé mes tâches, hein, je sais créer des tâches de type opérateur ou sensor. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est, comme on a vu dans le tout premier exemple, pouvoir exécuter des tâches en parallèle. Tout simplement, j'ai 3 tâches, T1, T2 et T3. Dans un premier temps, je sais que je vais exécuter T1, parce que T2 et T3 vont dépendre de T1. Et donc T2 et T3, je veux les exécuter en même temps, en parallèle, après T1. Pour cela, je vais utiliser une syntaxe avec des crochets. Je vais dire d'abord tu fais T1, double chevron pour dire après tu vas me faire autre chose. Et cette autre chose va être T2 et T3 que je mets entre crochets pour dire bon bah voilà, ces 2 tâches peuvent être exécutées en parallèle. Après avoir forqué, je vais peut-être vouloir faire un join. C'est-à-dire je vais avoir une dernière tâche que je nomme T4 qui va dépendre de T2 et T3, qui peut s'exécuter seulement si T2 et T3 ont réussi. Pour ça, même chose, je vais encore faire un double chevron pour dire bon bah après mon T2 T3 qui est en parallèle, je veux T4 et uniquement T4 et seulement si T2 et T3 ont réussi.
Autre chose dont vous pourriez avoir besoin, c'est d'installer des plugins. Les plugins, ça sert à quoi? Imaginez que vous allez utiliser un outil qui ne fait pas partie des sensors ou des opérateurs par défaut dans Airflow. Donc, dans Airflow, vous allez retrouver beaucoup de sensors et d'opérateurs, on en a déjà cité pas mal, que ce soit sur les services managés dans les cloud providers ou que ce soit sur des outils comme Spark Summit ou Kubernetes. Mais il se peut que vous utilisiez quelque chose comme SAP qui ne possède pas d'opérateurs ou de sensors développés par défaut dans Airflow. Mais vous voulez vraiment lancer avec un opérateur quelque chose sur SAP. Vous pouvez le développer vous-même. Airflow est orienté plugin, il vous autorise à développer vos propres plugins et à les déployer sur Airflow. Alors, on ne verra pas précisément comment le faire, mais il faut savoir que c'est possible. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la documentation. Autre chose, plutôt que de développer un plugin intégralement depuis zéro, vous pourriez vous dire, tiens, il y a un plugin qui existe, comme le SQS Sensor plugin, qui est pas mal, mais qui ne correspond pas exactement à mon besoin. Moi, j'aimerais bien aller un peu plus loin. Le SQS Sensor, il va faire que attendre un message dans SQS, et une fois que le message est arrivé, hop, il passe à la suite. Mais il ne vérifie pas le contenu du message. Moi, j'aimerais bien qu'il vérifie un message précis, qu'on puisse vérifier le contenu du message, et que c'est seulement si dans le contenu du message, il y a un champ spécifique qui m'intéresse, qu'il déclenche la suite. Et bien pour ça, vous pouvez développer donc votre propre plugin, encore une fois, qui se basera sur le SQS plugin déjà existant, ce qui vous évitera de redévelopper une bonne partie de ce qu'il y a à faire. La dernière chose intéressante, c'est installer des dépendances, principalement utiles pour le Python Operator, qui vous permet d'exécuter donc diverses commandes Python ou scripts Python. Comme Airflow c'est orienté Python, par défaut vous allez retrouver tout le standard Python. Mais imaginez maintenant que vous allez utiliser des librairies autres que le standard, comme Boto3 pour pouvoir communiquer avec AWS. Eh bien, il va falloir que vous installiez Boto3. Pour ça, Airflow vient donc se déploie avec un fichier qui s'appelle le requirement.txt. Et dans ce fichier, vous pouvez ajouter autant de librairies Python que vous le souhaitez. Vous pouvez également installer d'autres types de dépendances. Imaginez que vous voulez donc lancer un Java Operator. Pour ça, vous allez avoir besoin de Java. Donc, vous allez devoir installer Java sur votre Airflow. Alors, la différence du Python, c'est que ce n'est pas pris nativement par Airflow, donc ça va être à vous de vous connecter à la machine qui déploie Airflow et d'installer Java. Alors, même si c'est possible, c'est quelque chose que je vous déconseille. Comme je vous l'ai déjà dit, Airflow, c'est un orchestrateur. Il est fait uniquement pour orchestrer. Donc, vous n'allez pas vouloir lancer du code business. En général, si vous avez un jar à exécuter, c'est très probablement que vous avez du business dedans. Ou alors, si ce n'est pas le cas, je vous conseillerais de rester sur un script Python qui sera pour Airflow plus simple à exécuter, tout simplement parce que il est déjà nativement en Python. Maintenant qu'on a vu ensemble comment créer son DAG, on va voir quelles sont les fonctionnalités d'orchestrateur que Airflow met à votre disposition. Donc la première fonctionnalité, celle dont on a déjà beaucoup parlé, c'est relancer une tâche qui a échoué. Mais elle va donc relancer une seule tâche qui aurait échoué, donc la dernière tâche, dans notre exemple, ça va être Say Goodbye, la dernière tâche de notre DAG. Elle a échoué et ce que j'aimerais, c'est relancer cette tâche. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir cliquer sur cette tâche dans l'interface Airflow et je vais arriver sur cette nouvelle interface qui va avoir plein de petits boutons pour faire plein de trucs. Pour relancer seulement une seule tâche, ce qui va m'intéresser, c'est dans cette zone, désactiver tous les boutons. Là, sur cette image, on va avoir aucun bouton qui sont sélectionnés, donc on ne voit pas de différence, mais croyez-moi, quand je vous dis, là, tous les boutons, ils sont désélectionnés. Une fois qu'on a choisi nos options, donc là, on n'en a choisi aucune, je vais cliquer sur le bouton Clear. Alors, pourquoi le bouton Clear et non pas le bouton Run? C'est bizarre, moi, ce que je veux, c'est lancer un DAG. Donc, pourquoi je dois lancer sur Nettoyer et non pas Lancer? C'est pas cohérent. Et bien, en fait, on en a parlé au début, un DAG Run peut être relancé et non pas lancé. Enfin, si vous lancez un DAG Run, c'est que vous en créez un nouveau. Là, ce que je veux, c'est le relancer. Et pour le relancer, ce que Airflow propose, c'est tout simplement de nettoyer la base de données qui va stocker l'état d'un DAG Run pour que le scheduler, quand lui, il repasse dessus, il dise « Ah tiens, ici, j'ai un DAG Run, il n'a pas été exécuté. » Et je vais l'exécuter. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, je vais nettoyer la base de données pour une tâche en particulier, la tâche que j'ai sélectionnée, qui est Say Goodbye. À partir de là, quand je clique sur mon Clear, j'arrive sur une nouvelle interface qui va me confirmer que ce que je vais faire là, c'est relancer une tâche en particulier qui s'appelle Say Goodbye, qui date du 14 avril. C'est bien ce que je veux, donc hop, je clique sur OK.
et je vais revoir mon DAG avec cette fois-ci Say Goodbye qui n'a plus aucun état parce que la base de données a été nettoyée. Et si j'actualise pour voir le nouvel état de mon Say Goodbye, je vais finir par voir que ça y est, il a fonctionné, le traitement est passé. Autre chose que vous pourriez avoir besoin, c'est de relancer plusieurs tâches dans un DAG. C'est-à-dire que Say Hello, par exemple, a échoué. Donc, comme Say Hello a échoué, les deux tâches qui en suivent n'ont jamais pu être exécutées. Et ce que je vais vouloir faire, c'est tout relancer depuis Say Hello jusqu'à la fin. Alors, pour cela, je reclique sur Say Hello. Alors, cette fois-ci, je vais sélectionner deux options, Downstream et Recursive. Donc, ça, j'en ai déjà parlé, c'est ce que je disais tout à l'heure. Sur ce screenshot, ce qu'on peut voir, c'est que Downstream et Recursive sont sélectionnés. C'est cette petite ombre comme ça au-dessus que vous avez sur le bouton qui indique que vous avez sélectionné votre option. On avoue, hein, c'est quand même pas terrible. On ne le voit pas au premier coup d'œil que ah oui, ce bouton est sélectionné et Upstream, lui, n'est pas sélectionné. C'est ce que je voulais dire par une expérience utilisateur qui n'a pas été très bien pensée. On aurait pu faire quelque chose d'un peu plus voyant. Ne serait-ce que l'encadré rouge que j'ai mis, bah c'est moche, mais au moins on le voit. Alors, que signifie Downstream et Recursive? Downstream signifie qu'à partir de la tâche que vous avez sélectionnée dans votre DAG, et pour toutes celles qui se trouvent en dessous, donc un DAG se représente de haut en bas, la première tâche est en haut et en bas la dernière tâche. Donc, à partir de la tâche que j'ai sélectionnée vers le bas, je vais tout relancer. Récursive, lui, signifie que si jamais vous avez des tâches qui lancent d'autres tâches, qu'on appelle des sub-DAG, donc des tâches composées de plusieurs tâches, on va tout relancer ce qui est à l'intérieur. Dans nos exemples, ça ne va pas nous intéresser, mais il faut savoir que ça existe. Une fois que j'ai sélectionné donc mon downstream et mon recursive, je vais pouvoir cliquer sur Clear, revenir sur l'interface qu'on avait déjà vue précédemment, sauf que cette fois-ci, il va me demander la confirmation en m'indiquant que j'ai 3 tâches que je veux relancer et non pas seulement une. J'ai bien mon Say Hello, Say Goodbye, Wait for the Latecomer, tout va bien, je valide et je vais avoir chacune de ces tâches qui vont s'exécuter une par une. Autre exemple, on va passer sur quelque chose d'un peu plus complexe. Alors, cette fois-ci, j'ai la représentation de l'historique de mes DAG-runs. Et ce que je veux faire, c'est relancer une tâche à partir d'un DAG-run qui est dans le passé, et ce jusqu'au présent. Là, on le voit bien, hein, il y a la représentation de mon DAG qui est de haut en bas, la première tâche print date qui est tout en haut, et say goodbye qui est tout en bas. Vous voyez également que say goodbye apparaît 2 fois. Alors c'est normal, c'est parce qu'on a fait un fork de notre DAG, et que Say Goodbye est pointé par deux sous-tâches, enfin par deux autres tâches qui sont Wait Dude et Wait for the Latecomer. Donc on n'a pas de façon plus simple dans l'interface de Airflow de le représenter que de le mettre 2 fois. Ne vous en faites pas, c'est la même tâche, elle s'est exécutée qu'une seule fois. On le voit, hein, on l'a vu sur le screenshot précédent, hein, Say Goodbye, il était bien qu'une seule fois. Donc peu importe si vous cliquez sur le carré du haut ou du bas, vous allez tomber sur la même tâche qui est Say Goodbye, qui est donc la dernière tâche du DAG. Donc là, j'ai Say Goodbye qui a échoué depuis le 6 avril jusqu'à aujourd'hui, le 14 avril. Et ce que je veux faire, c'est relancer à partir du 6 avril, Say Goodbye jusqu'à aujourd'hui. Donc je clique sur le premier petit carré rouge, que ce soit du haut ou du bas, ça ne change rien. Et j'arrive toujours sur cette interface. Et cette fois-ci, ce que je vais sélectionner, c'est Future, pour indiquer que à partir du DAG Run et de cette tâche que j'ai choisie, on va se diriger vers le futur. Une fois que j'ai sélectionné Future, je vais pouvoir faire mon clear. Et cette fois-ci, Airflow va me dire, bon bah voilà, vous avez bien Say Goodbye du 7, 8, 9, 10 jusqu'au 14 avril qui va être relancé. Est-ce que ça vous convient? Oui, ça me convient. Et donc cette fois-ci, tous ces petits carrés qui étaient rouges vont être nettoyés, vont devenir blancs et vont finir par être verts parce qu'on va dire que cette fois-ci, ça a fonctionné. Je pourrais vouloir faire la même chose, mais cette fois-ci, vers le passé. Pour ça, au lieu de sélectionner futur, bah, je vais sélectionner passé. Et j'aurai la même exécution, mais dans l'autre sens. Un peu plus complexe, on va mixer un peu tous les cas qu'on a vus précédemment. Je veux relancer une tâche à partir d'un DAG run dans le passé, en allant à la fois vers le présent et également vers la fin du DAG. Parce que là, j'ai la tâche Say Hello, encore une fois, qui est échouée, mais depuis le 6 avril. Et donc, Wait for the Latecomer et Say Goodbye n'ont pas pu s'exécuter. Donc, je veux relancer vraiment toute cette zone-là, vers le futur et vers le bas. Sans surprise, donc, je clique sur le premier petit carré qui a échoué, donc en date du 5 avril, et sur la tâche Say Goodbye. Je vais sélectionner donc à la fois Downstream et Récursif pour dire je veux aller vers la fin de mon DAG, et également Future pour dire je veux aller vers les derniers DAG qui se sont exécutés. Je ne remontre pas l'écran de validation, mais il faut savoir que c'est toujours la même chose. On va avoir plein de tâches qui vont dire bon, voilà, est-ce que vous êtes prêts à nettoyer tout ça? Tout va devenir tout blanc et il va tout déclencher un par un, chaque DAG, à partir de celui sur lequel j'ai cliqué, vers le présent.
et tout, on va partir du principe que cette fois-ci, tout va fonctionner. On va faire un petit récapitulatif donc, de tout ce qu'on a pu voir comme fonctionnalité. On a appris à relancer une tâche seule qui aurait échoué, relancer à partir d'une tâche dans un DAG jusqu'à la fin du DAG, relancer une tâche à partir d'un run dans le passé jusqu'au présent, mais juste une seule tâche, attention. On a vu également comment relancer une tâche à partir d'un run vers le passé, donc la même chose dans le sens, et relancer une tâche à partir d'un run dans le passé vers la fin du run, et aussi vers le présent. Donc il faut savoir qu'au final, on a fait plusieurs directions. Imaginons qu'on représente, on retourne sur cette représentation sous forme de tableau de notre historique de DAG run. Donc à la fois les tâches dans un DAG et tous nos DAG run. Je peux aller finalement dans toutes les directions avec Airflow. Je peux dire je vais aller vers le bas, vers le futur, vers le haut du DAG et vers le passé. Et je peux les combiner. Donc je peux aller vers le début du DAG et vers le passé, vers la fin du DAG vers le passé, vers la fin du DAG vers le futur, vers le début du DAG vers le futur. Voilà, je peux vraiment tout faire. Tout est possible. On a vu les principaux, ceux qu'on utilise le plus souvent. Donc je vous l'avais promis, on va reparler de la start date. La start date, c'est ce qui va définir la date time de votre premier DAG run, le premier qui va s'afficher dans votre historique. Cette start date, elle est non modifiable. Ça, c'est extrêmement important de le savoir. Vous déployez un DAG, vous définissez une start date. Moi, j'ai défini 20 jours dans le passé. Si un mois après, je me dis « Ah, c'est bête, finalement, ça a commencé le 26 mars, mais j'avais de la donnée déjà que je voulais traiter avant du début mars, voire même janvier. J'aimerais bien changer cette start date. » Vous n'allez pas pouvoir. En soi, Airflow ne va pas vous l'en empêcher. Vous allez dans la définition de votre DAG changer votre start date, mettre 1er janvier 2021. Ce qui va se passer, c'est que Airflow ne va pas mettre d'erreur et vous allez même voir dans les détails de votre DAG que ça a été mis à jour, mais dans l'historique de vos DAG run, rien ne va changer. Si jamais vous cherchez à lancer un DAG, à exécuter votre DAG à une date antérieure à la précédente start date qui était par exemple le 26 mars, Airflow ne va rien faire. Voire même Airflow va vous renvoyer une erreur en disant ce DAG run n'existe pas, je ne peux rien faire. Si jamais vous voulez vraiment modifier votre start date, il va falloir que vous supprimiez votre DAG et donc perdre l'historique. Ce qui va se passer quand vous supprimez un DAG, c'est que Airflow va le redéployer directement, mais tout l'historique, c'est-à-dire l'état de vos précédents DAG run, va disparaître. Et vous allez devoir attendre que Airflow le reconstruise. Et ça peut être un peu long. Déjà parce que lui, par défaut, il va vouloir tout réexécuter. Ça, à la limite, vous pouvez le bloquer et lui dire non, réexécute pas, tu mets directement en success. Ça, c'est possible. Mais vous n'allez pas pouvoir tout de suite le faire pour tout votre historique. Vous allez devoir attendre que Airflow le construise, votre historique, instancie chacun des DAG runs. Forcément, si tout d'un coup vous voulez passer à 3 ans dans le passé et donc vous avez 1000 exécutions qui vont apparaître d'un coup, ça va être très long. Donc pensez-y à l'avance. Lorsque vous déployez votre DAG pour la première fois, pensez à votre start date et choisissez-la judicieusement parce que ce sera compliqué de la modifier. Autre chose avec les dates qui peut être très piégeux, c'est que si jamais on retourne sur l'interface avec l'historique de tous vos DAG et que vous passez la souris par exemple sur le premier petit rond qui définit un DAG run, donc c'est par exemple le premier DAG run qui date du 26 mars, vous le voyez dans le cadré jaune, il y a écrit vraiment oui, ce DAG run date du 26 mars, et vous avez un deuxième encadré qui est bleu qui définit une autre date, started, qui est au 15 avril 2021. Comment ça se fait? J'avais le 26 mars, 15 avril. Qu'est-ce qui change dans ces deux dates? Alors la première date dans l'encadré jaune ne va jamais changer. Quand je parlais de date time qui va identifier un DAG run avec le DAG ID, c'est celle-ci. C'est la date à laquelle votre DAG run aurait dû ou s'est instancié. Pourquoi cette nuance? Parce que vous voyez dans la started qu'il y a une date qui est le 15 avril. Started représente donc la date à laquelle votre DAG run s'est exécuté. Et si jamais j'ai déployé le 15 avril mon DAG et que je lui ai dit ma started date c'est le 26 mars, il va instancier directement tous ces DAG runs le 15 avril, mais comme ça aurait dû s'instancier le 26 mars, dans l'encadré jaune vous retrouvez bien la date du 26 mars. Et à partir du 15 avril, pour tous les jours qui vont suivre, 16 avril, 7 avril, tout ça, on aura bien la date dans l'encadré jaune qui va correspondre avec la date dans l'encadré bleu. À la différence que si jamais vous relancez un DAG, comme on l'a déjà vu juste avant, la date dans l'encadré bleu se mettra à jour. Mais la date dans l'encadré jaune, elle ne changera jamais.
Il faut faire attention, hein, ce sont deux dates différentes. D'un côté, vous avez la date qui permet d'identifier le DAG run dans le passé et la date à laquelle tout simplement le DAG run a été exécuté. Et c'est également ça qui vous permet, quand vous réexécutez un DAG, qui dépend de la date du jour à laquelle il aurait dû s'exécuter. Par exemple, vous avez un job Spark qui s'exécute tous les jours. L'un de vos paramètres, donc c'est la date du jour à laquelle il doit s'exécuter. Et bien dans Airflow, vous n'allez pas utiliser une librairie Python qui vous renvoie la date du jour. C'est pas possible, puisque la date du jour, là par exemple, c'est le 15 avril. On le voit dans la started date. Vous allez demander à Airflow de vous renvoyer cette fameuse date qui correspond au DAG run du 26 mars. Et grâce à ça, vous allez pouvoir relancer autant de fois que vous voulez un ancien DAG run sans jamais que votre orchestration en soit impactée. C'est la fin de cette vidéo instructive sur Airflow. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie d'en savoir davantage sur ce sujet. Si vous êtes intéressé par un autre épisode, n'hésitez pas à nous l'indiquer en commentaire et à nous mettre un petit pouce bleu, ça nous encouragera, ça nous fera plaisir. Si vous êtes intéressé par plein d'autres sujets tech, n'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne YouTube, on a plein de vidéos. Et vous pouvez également visiter notre blog. Vous pouvez également vous abonner donc à notre chaîne YouTube en cliquant sur ce petit basilic. Merci beaucoup.